Merci de me laisser la parole, merci de m'accueillir. Propriétaire et exploitant d'étangs, étant plus réactif, comme on le dit assez souvent, parfois ironiquement. Eh bien écoutez, la transition est assez facile, hein. Serge Jacquat vient de conclure par un mot assez simple qu'il n'existait pas d'agriculture sans eau. A priori, la pisciculture est fortement concernée, parce que bien évidemment, sans eau, pas de poissons, pas d'étangs, etc. Je préside donc le syndicat des étangs depuis déjà, oui, quelques bonnes années. Alors c'est un syndicat rapidement que je peux présenter ainsi, qui défend les intérêts bien évidemment de ses adhérents, c'est une évidence, que sont des propriétaires et des exploitants d'étangs. Nous représentons le gros des troupes, environ 80% des propriétaires exploitants d'étangs du département de la Loire, adhérents qui sont dans le Forêt, mais n'oublions pas le Rouennais, nous avons beaucoup également d'adhérents rouennais. Plus de 350 étangs sur notre territoire. Alors ils sont petits, hein, ce sont les étangs en moyenne qui font 4 hectares, créés pour la pisciculture au XIIIe siècle. La plupart restent aujourd'hui privés, certains sont aménagés pour la pratique de la pêche, etc. Et puis, ils ont quand même deux particularités. L'une qui est la suivante, c'est qu'ils associent en fait deux fonctions assez distinctes, mais qui se recoupent très vite, hein, qui ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. L'une, effectivement, la pisciculture extensive, et l'autre, tout ce qui concerne la préservation et le développement, si possible, du maintien d'une forte diversité, qu'elle soit faunistique ou floristique. La deuxième originalité, et là elle est complètement exceptionnelle, hein, de nos étangs, et des étangs d'une manière générale, ou quasi générale, c'est que ce sont pratiquement les seuls milieux naturels artificiels. Alors, on va dire pourquoi artificiels? Eh bien, artificiels au sens qu'ils ont été créés historiquement et encore maintenant par la main de l'homme. Et ce qui rend l'exercice difficile, c'est-à-dire que, ayant cette un peu dichotomie artificielle-naturelle, souvent on ne sait pas trop où nous positionner, on ne sait pas trop où nous placer, que ce soit d'ailleurs localement ou nationalement. Le syndicat a été créé en 1928, bientôt centenaire, créé par le comte de Neubourg, pour ceux qui sont forésiens. Voilà, il participe à un grand nombre d'instances, de discussions, de cercles, en liaison avec les services de l'État, bien sûr, en liaison avec un grand nombre de parties prenantes, donc le conseil départemental qui nous aide, la région qui nous aide, les associations LACGEL on collabore, la fédération des chasseurs, la fédération de pêche, etc., etc. L'ISARA, l'organisme scientifique basé à Lyon, enfin un grand nombre d'acteurs, et nous travaillons en liaison avec nos syndicats voisins, le Dauphiné et la Dombes, bien sûr, notamment. Alors, au-delà de ces grandes actions que mène le syndicat, tout ce qui concerne la veille réglementaire, l'accompagnement dans la lutte contre la prédation aviaire, l'appui conseil technique, l'aide au programme d'expérimentation, des études diverses liées à la filière agroalimentaire ligérienne, la participation au plan filière aquacole de la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien nous avons une vocation à sensibiliser, à informer, à former parfois d'ailleurs des acteurs internes ou externes au syndicat. Voilà, et nous éditons par ailleurs un bulletin trimestriel qui est très apprécié par nos adhérents. Pardon. La situation actuelle, eh bien évidemment, elle est compliquée. Elle est compliquée puisque depuis une trentaine d'années, il y a eu de fortes évolutions. Évolution climatique, c'est l'objet de la présente journée. Évolution également des espèces pour nous indésirables. Je pense bien entendu en priorité, mais pas exclusivement, aux grands cormorans. Et donc, gestion de l'eau et lutte contre la prédation aviaire, en fait, sont vraiment les deux mamelles de la production piscicole. Pas d'eau, pas de poissons, pas d'étangs, pas de biodiversité attachée, etc., etc. L'évolution de la pluviométrie est donc pour nous particulièrement problématique, hein, parce que nous sommes des agriculteurs et nous subissons bien évidemment ces évolutions des aléas climatiques, notamment et principalement quand même les chaleurs estivales, avec pour conséquence directe une baisse de l'oxygène dissous dans l'eau, l'apparition de micro-organismes parfois indésirables, voire mortels, dont les cyanobactéries, ou certaines cyanobactéries, pardon, et entraînant tout ça une mortalité piscicole contre laquelle il est très difficile de se battre parce que nous œuvrons dans des volumes d'eau conséquents. Un hectare d'étang dans la plaine du Forêt, c'est 10 000 mètres cubes d'eau.
dont 10 hectares c'est 100 000 mètres cubes d'eau, et pour intervenir sur 50 ou 100 000 mètres cubes d'eau, c'est vite très difficile. Pour précision, la période, oui, l'exercice, on va dire 2022, avec la sécheresse qu'on a connue l'année dernière, a entraîné dans le département environ une quinzaine de tonnes de mortalité de poissons. Au-delà de ces périodes de sécheresse fortes, eh bien, on a d'autres ennuis liés à l'évolution climatique, et on l'a vu cette année notamment, par exemple, des printemps qui s'avèrent parfois frais, si j'osais, je dirais même froids. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, parce que des eaux trop froides empêchent le démarrage du plancton, et on prend derrière un gros retard dans la croissance du poisson. Ça a été le cas encore la saison actuelle, puisque les eaux démarrent à peine. Quand je dis qu'elles démarrent à peine, c'est qu'effectivement la capacité de nourrissage de nos poissons dans les étangs vient à peine de démarrer, donc on a pris un mois et demi de retard. Voilà. Au-delà de ces deux impacts liés à la problématique climatique, bien également les chaleurs parfois tardives, de plus en plus courantes à l'automne. Et ça, c'est embêtant pour nous, pour une raison tout à fait pratique qui fait qu'on ne peut pas pêcher, donc vidanger, lorsque les eaux ou la température ambiante est trop chaude, parce que ça induit des risques de mortalité très forts. Il y a eu d'ailleurs cette année, la saison dernière, des mortalités très importantes sur certains étangs qui avaient pris le parti de vidanger fin octobre ou tout début novembre, et malheureusement ça a conduit à des grandes difficultés. Voilà l'arrivée du grand cormoran, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que ce n'est pas l'objet, il y aurait trop à dire, mais à accentuer ces difficultés de gestion de l'eau. Pourquoi? Parce que le gros des troupes arrive fin octobre, on a 2000 oiseaux dans la Loire fin novembre, et ces oiseaux repartent, malheureusement pas complètement, mais en grande majorité, fort heureusement, vers le mois de février. Ce qui veut dire que pour empêcher que nos étangs soient trop sinistrés par cet oiseau de malheur, eh bien, il nous faut pêcher le plus tôt possible et alviner, donc mettre en place les alevins pour la saison d'après, le plus tard possible. C'est très compliqué, très compliqué, surtout lorsqu'on intègre ces problématiques liées à l'eau dans la boucle, quand on intègre ces problématiques réglementaires dans la boucle, etc. etc. Aujourd'hui, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que pour pouvoir encore exploiter en étang du poisson, il faut impérativement avoir des bassins de stockage et d'alvinage protégés, donc entièrement couverts par des filets, alimentés en eau, pour pouvoir stocker notre poisson et ensuite le remettre en place le plus tard possible, après le départ du gros des troupes de cormorans. Tout ça est très compliqué, je vous l'accorde, et nous sommes effectivement dans des activités très compliquées, de plus en plus compliquées, qui ont vu une baisse de la production ligérienne passer de 450 tonnes, 500 tonnes il y a 25 ans à moins de 100 tonnes aujourd'hui. Donc vous imaginez le désastre lié à dans le cadre de cette filière, qui est une filière qui a par ailleurs de l'avenir et à laquelle on croit, et nous ne sommes pas les seuls heureusement, puisqu'encore une fois nous sommes beaucoup aidés par nos différentes parties prenantes. L'inflation réglementaire liée à l'eau, entre autres, je vous en ai rapidement parlé. Alors au niveau national, plein de choses. Deux exemples, ce qu'on appelle vulgairement l'arrêté de prescription générale de 2021, qui a été un grand désastre dans sa rédaction initiale, qu'on a réussi à faire amender, pas trop mal, mais pas suffisamment. Un projet, vous parliez des droits d'eau tout à l'heure, effectivement un projet de décret en cours de consultation d'éradication des droits acquis, y compris sur l'eau. Donc attention, messieurs du milieu des filières agricoles classiques, attention, veillez au grain. Et puis des réglementations locales beaucoup plus précises, l'arrêté 4 sécheresse sur lequel on a travaillé, qui a été effectivement amélioré, etc. Tout ça pour dire qu'on a quand même des perspectives, notamment des actions collectives, avec de nouvelles techniques de pêche, des pêches en pleine eau, il y a un programme Pépite qui est en cours, des nouvelles espèces travaillées, le tilapia, la crevette, d'eau douce, l'esturgeon, etc. L'optimisation des alevinages, avec un programme régional qui s'appelle Fish Mix, et puis des aides au financement liées à l'eau, qu'on espère voir finaliser, notamment via le conseil départemental, pour l'année 2024. Des actions locales, on a des projets, il y a des projets sous le coude, des projets de pompage dans le fleuve Loire pour profiter d'une irrigation rive droite, des projets d'adosser les étangs à certains projets de restauration de systèmes d'ASA, etc. La solution, pour nous, elle est simple, stocker l'eau lorsqu'elle est là,
et créer de nouveaux étangs. Créer de nouveaux étangs, pourquoi? Parce qu'ils ont tout bon, pardon. Nos étangs, ils cochent toutes les cases. Ils cochent la case de la biodiversité, ce sont des exemples, non seulement des exemples, mais la réalité est que ce sont les plus beaux biotopes en termes de biodiversité. Ils cochent la case, pardonnez-moi, du stockage carbone. Un hectare d'étang, aujourd'hui, c'est 10 tonnes de carbone stocké versus, et c'est donc 5 à 50 fois plus que le bois et forêt. Et ça, il faut le dire, il faut même le hurler sur les toits. Si j'osais, il coche enfin la case, et c'est majeur, de l'eau, parce que un étang en bassin versant, eh bien, il capte effectivement de l'eau. En période de crue, c'est intéressant, il améliore la rétention des crues, il stocke de l'eau. Et cette eau-là, utilisée aujourd'hui pour la pisciculture et pour la biodiversité, elle peut être utilisée pour l'agriculture plus classique telle qu'elle a été présentée. Et notre message est le suivant, eh bien, en finale, arrêtons, je peux être vulgaire pour une fois, pardonnez-moi, arrêtons d'emmerder les pisciculteurs, arrêtons d'emmerder les propriétaires d'étangs, et puis appuyons le développement et la création de nouveaux étangs utiles à l'agriculture, à l'irrigation et à la biodiversité. Merci.